Merci, Monsieur Somkeller. La parole est maintenant Monsieur Paul Molac pour le groupe Écolo pour 10 minutes. Bonsoir. Donc, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat contient en son titre même la portée de son contenu, c'est-à-dire améliorer les droits des élus sans être pour autant un véritable statut de l'élu. Ce texte est né de la réflexion ayant cours lors des États généraux de la démocratie territoriale organisés par le président du Sénat les 4 et 5 octobre dernier, lors desquels la question du statut de l'élu a été abordée par de nombreux participants, se faisant l'écho de milliers d'élus engagés au service de leurs concitoyens. Cela a débouché sur une mission confiée au président de la commission des lois du Sénat et de la présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation pour proposer un texte visant à améliorer les droits de l'élu et de l'exercice de leur mandat. Avec la fin du cumul des mandats pour les fonctions exécutives, nous sommes à un moment clé de la rénovation de nos pratiques. La question du statut de l'élu ne peut plus être éludée. C'est à une véritable révolution dans les pratiques que nous devons aujourd'hui nous atteler. Pour beaucoup, l'engagement politique constitue un frein aux carrières professionnelles. L'instauration d'un statut de l'élu doit permettre de créer les conditions et un climat plus favorable à l'engagement des citoyens dans la vie publique. Le cadre législatif est aujourd'hui inadapté et le sera d'autant plus à l'avenir pour cause de plus grande diversité des titulaires de mandats ainsi que de conciliation des fonctions électives avec une activité professionnelle. Il convient donc de rénover le dispositif normatif en vigueur afin de le rendre compréhensible pour les citoyens et adapté au rôle nouveau des élus en proposant des solutions concrètes. Au-delà des avancées indemnitaires certaines, l'objectif des auteurs de la proposition de loi est de faciliter les passerelles entre les activités d'élus et les autres activités publiques ou privées. L'instauration d'un statut de l'élu local qui assure une protection sociale facilitant l'entrée et la sortie du mandat est un corollaire indispensable du non-cumul des mandats et des fonctions. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a déjà permis l'assujettissement aux cotisations sociales de l'ensemble des élus indemnisés, y compris pour le volet relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, ce qui est logique puisqu'un élu au service de sa commune peut malheureusement, comme tout le monde, être victime d'un accident dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Il doit donc bénéficier d'une couverture sociale complète. Cette mesure, additionnée à celle contenue dans cette proposition de loi, notamment l'obligation des indemnités pour l'ensemble des maires ainsi que pour les adjoints, permettront de lutter contre la professionnalisation de la politique. C'est bien dans cette optique qu'il faut voir ces mesures indemnitaires, alors que les maires et élus des petites communes sont ceux qui travaillent le plus, car ils n'ont souvent à leur disposition que de petits services municipaux, quand ce n'est pas un secrétaire ou un secrétaire à mi-temps. La charge de travail qu'ils assument, tant en matière d'organisation que sur le terrain, exige qu'ils soient indemnisés. Le mandat, ce n'est pas un sacerdoce pour les élus locaux. Ou en tout cas, ça ne devrait pas l'être. C'est pourquoi il convient d'en faciliter l'exercice, notamment par ce qui est proposé dans ce texte, à savoir l'extension du congé électif aux communes de 1000 habitants et plus, l'ouverture du crédit d'heure aux élus municipaux des petites communes et l'abaissement du seuil démographique des communes et communautés de communes pour lesquelles les adjoints au maire et les vice-présidents d'intercommunalité bénéficient du droit à suspension du contrat de travail. Nous apportons d'ailleurs notre soutien à l'amendement 21 du gouvernement visant à permettre aux collectivités qui le souhaitent le remboursement des frais de garde pour les élus qui travaillent. C'est une mesure que le Conseil régional d'Île-de-France avait déjà votée. Sa généralisation ne peut être que bénéfique, notamment pour les pères et le plus souvent les mères célibataires. Rappelons toutefois que les élus ne s'engagent pas dans la vie publique en raison des indemnités. 80% d'entre eux ne touchent aucune indemnité, car ils ne veulent pas gréver les finances de leur commune. Beaucoup d'entre eux renoncent d'ailleurs à être indemnisés au taux maximal, précisément pour cette raison. Ils réclament plus de considération et de reconnaissance, ce que tout un chacun peut leur apporter, mais également plus d'informations, plus de formation, ce que la loi peut leur assurer. Il faut en effet pouvoir disposer des compétences permettant de servir au mieux l'intérêt général, notamment par le biais du renforcement d'un droit à la formation adaptée. Nous accueillons avec satisfaction l'ouverture pour les adjoints au maire de plus de 10 000 habitants et non plus de 20 000 cette fois-ci, du droit à la formation professionnelle et un bilan de compétences. De même, la validation des acquis de l'expérience pour les élus, le droit individuel à la formation pour les adjoints, l'instauration d'un plancher pour les dépenses de formation ainsi que la formation obligatoire pour les nouveaux élus la première année sont des mesures bienvenues.
Toujours sur la formation, nous avions par ailleurs déposé des amendements malheureusement retoqués au titre de l'article 40, ce qui ne va pas nous empêcher de les évoquer, puisque c'est le seul droit qui nous reste. Ainsi, un de nos amendements visait à élargir le droit à la formation de tous les nouveaux élus, et pas seulement ceux ayant reçu une délégation, ce qui serait notamment justifié pour les élus de l'opposition. Pour les nouveaux élus, il est en effet souvent difficile d'appréhender leur mandat. Il est à noter que le bureau de l'Association des maires s'est montré favorable à cette formation en début de mandat, considérant que le caractère obligatoire de la formation permet de placer tous les élus sur un pied d'égalité. Dans la veine d'une meilleure réintégration du marché du travail à la fin d'un mandat, nous avions également proposé de transférer au compte personnel des formations prévues par le Code du travail les heures de formation qui n'auraient pas été accomplies durant leur mandat par les élus locaux. Rappelons, à propos de ces élus locaux, qu'ils sont plus de 500 000 à exercer aujourd'hui un mandat local. Malgré ce très grand nombre de Français s'engageant dans la vie publique, on constate une représentation souffrant de manque de diversité. Dans leur ouvrage paru en 2006, M. Éric Kerrouche et Mme Élodie Guérin-Lavignotte parlent, pour les élus locaux, de pesanteur sociologique à propos de la sous-représentation féminine, de l'inégalité des représentations des classes d'âge et du déséquilibre dans la représentation des catégories socio-professionnelles, phénomènes qui sont également observés dans la plupart des pays européens. On en a parlé tout à l'heure. Si on prend les femmes, par exemple, 14% sont maires, 7,2% présidentes d'intercommunalités, et on trouve 5 présidentes de département, une seule présidente de région. Plus on monte, moins il y a de femmes. En matière de diversité sociologique, les élus de plus de 60 ans sont largement surreprésentés, tandis que les catégories socio-professionnelles des fonctionnaires et des professions libérales sont également surreprésentées. Le texte porté aujourd'hui par notre collègue Philippe Doucet doit permettre de franchir un pas décisif vers l'égalité réelle dans l'accès aux fonctions dirigeantes électives. Le renforcement des droits des élus locaux doit aussi aller de pair avec une certaine responsabilisation. C'est ainsi que l'article 1er bis A souhaite instaurer dans la loi le principe de pénalité pour les élus locaux absentéistes, sans doute une source d'inspiration pour d'autres assemblées. L'article 1A modifie la définition du délit de prise illégale d'intérêt. En pratique, il reprend un article adopté dans la loi sur la transparence, proposition issue des rapports Sauvé et de la commission Jospin, auquel s'oppose le gouvernement, alors que le Parlement considère que la loi devrait être clarifiée. Une étude juridique claire et une consultation des associations concernées pourraient être utiles concernant cette disposition. Enfin, j'évoquerai brièvement les amendements que nous serons amenés à défendre tout à l'heure. Ceux-ci portent sur le droit des conseillers municipaux, notamment ceux n'appartenant pas à la majorité municipale. C'est ainsi que nous proposerons de permettre aux conseillers municipaux d'accéder à tout document administratif, à l'exception des données personnelles concernant les agents, d'instaurer 30 minutes de questions orales en introduction des conseils municipaux, mais également d'introduire le vote par bulletin secret en cas de retrait de délégation d'un élu. Des dispositions sur la démocratie locale étaient par ailleurs prévues dans la partie 3 du projet de loi de décentralisation. Il semble toutefois important que ces dispositions entrent en application dès le prochain renouvellement municipal en mars prochain. La mise en application en cours de mandat est en effet toujours plus délicate. C'est pourquoi nous vous proposerons d'adopter des amendements concernant la transmission des documents du conseil municipal par voie électronique ou encore la diffusion des comptes rendus des conseils municipaux sur le site internet des communes. En définitive, nous sommes en présence d'une proposition de loi qui sera bénéfique pour l'exercice de leur mandat par les élus locaux, à défaut de créer un véritable statut de l'élu, nous l'avons déjà dit. Les avancées qu'il comporte, et l'on espère ne pas les voir atténuées lors de l'examen, méritent qu'on les soutienne le plus largement possible sur ces bancs, tel que cela l'a été au Sénat de manière unanime. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons évidemment ce projet de loi. Merci.